Le conseil de ville de Saint-Hyacinthe a officiellement autorisé la démolition de 6 immeubles sur l'avenue Saint-François pour permettre la construction d'un immeuble de 6 à 8 étages moyennant 165 unités. Je propose que le conseil confirme la décision des membres du comité de démolition rendue le 22 mars 2021 et autorise la démolition complète des bâtiments principaux et accessoires situés au 205 à 295 avenue Saint-François aux conditions énoncées par le comité. Malgré l'appel de décision lancé au comité de démolition et les arguments énumérés par une citoyenne du centre-ville, ceux-ci n'ont pas fait pencher la balance. Nous vivons une crise du logement. Nous n'avons pas assez de logements abordables, malgré, je salue les efforts qui sont faits dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce qui se passera le 1er juillet à Saint-Hyacinthe? C'est inquiétant. Nous sommes le quartier qui avons le plus d'îlots de chaleur également. Depuis quelques années, on entend souvent qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement au centre-ville. Bien qu'il y a quelques années, vous avez procédé à la démolition de quelques immeubles à l'arrière du Jean Coutu afin d'y faire un stationnement. Et puis maintenant, vous souhaitez vendre une partie du stationnement public pour permettre à un promoteur privé d'y faire son projet qui va contribuer à l'embourgeoisement de notre quartier. On a aussi des beaux tilleuls matures là, qui sont sur le terrain, qui vont probablement être coupés. Tout ça pour construire un immeuble au bord de la rivière, près d'une zone inondable. De plus, nous savons depuis peu là, qu'il y aura 2 étages de stationnement là, qui ne seront pas souterrains. Les gens du centre-ville sont très inquiets, surtout les personnes âgées. Elles ont peur d'être déracinées de leur quartier. La Ville estime même avoir répondu à la demande convenablement. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que pour l'ensemble de ces arguments-là, de ces préoccupations-là, mais le Conseil a tenté de trouver un juste équilibre. Puis c'est un peu notre rôle comme conseiller, c'est d'être capable de trouver un compromis qui sera le plus juste possible. Pour la question des arbres, effectivement, on est très sensible, le Conseil municipal, à la protection de nos arbres. Le troisième argument, la relocalisation des résidents. Mais ça, je peux vous garantir qu'il y a un conseiller au sein du conseil, notre conseiller du centre-ville, qui s'est investi d'arrache-pied pour trouver des solutions et qui s'est assuré que chaque personne qui a été déplacée a été relocalisée dans un logement et se retrouve dans une situation qui est soit équivalente ou meilleure que celle dans laquelle elle se retrouvait auparavant. Un travail sera également fait pour réduire les îlots de chaleur et augmenter les places de stationnement dans le centre-ville. Pourtant, certains citoyens étant à l'encontre du projet entendent ne pas avoir été entendus équitablement et convenablement dans cette affaire par la Ville. Comme il y a un manque de transparence, c'est évident. Les citoyens, les résidents n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer par voie référendaire, ça on le sait. Lors de l'affichage d'avis d'opposition, on ne savait pas trop à quel endroit envoyer nos avis, il n'y avait pas de coordonnées. C'est pas facile. Et puis, on a quand même évincé des personnes âgées. Pour construire un nouvel immeuble, pour attirer une nouvelle sorte de clientèle, une certaine classe de clientèle qui est très différente également. Alors que la Ville a un taux actuel d'inoccupation des logements à 0,3 %, plusieurs s'inquiètent de la pénurie de logements qui affectera le centre-ville le 1er juillet, alors que les démolitions s'enchaînent. C'est sûr qu'ils ont mentionné que les gens de la rue Saint-François ont été bien relogés. Par contre, nous, ce qu'on leur demande, c'est de prévoir la crise qu'il va y avoir au 1er juillet. Donc, on est conscient que ces gens-là ont été relogés, première des choses. Deuxièmement, on a eu des gens, nous, à soutenir là-dedans. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont vraiment été tous relogés avec le soutien puis l'appui. Puis c'est peut-être la majorité, là, mais c'est pas le cas pour tous les locataires. La discrimination dans la recherche de logement, elle est phénoménale cette année. Les prix des loyers ont explosé. Ça fait peur, sincèrement, pour les gens de
basse classe moyenne, comme on dit, ou même à faible revenu, dans le fond, ça va être terrible parce que présentement, il y a une surenchère. Ce qu'on entend parler à Montréal, là, faut que les élus arrêtent de penser que ça se passe pas chez nous. Vous comprendrez que plusieurs questions restent sans réponse pour certains citoyens et organismes du centre-ville qui s'attendent également à avoir des réponses concrètes de la ville dans les prochaines semaines. Frédéric Lefebvre, Nous TV Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe. Autour des employés de soutien scolaire syndiqués à la CSQ d'être en grève à Saint-Hyacinthe pour le renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement. On manifeste parce que notre convention syndicale est arrivée à échéance depuis la fin mars 2020, donc plus d'une année. Nos négociations sont toujours sur la glace, donc on n'a pas actuellement de convention collective. Et toutes nos revendications par rapport à un salaire qui suit le coût de la vie, un salaire équitable entre les hommes et les femmes. Nos demandes ont été quand même raisonnables, donc on ne parle pas de gros chiffres. C'était au départ un 5 % sur 3 ans. Donc, ce qui n'a pas été accordé, donc on est encore en négociation, donc on ne sait pas ce que le gouvernement va proposer. Je sais que la première proposition était un petit peu indécente. Ça a été entre 1,75. Une centaine d'employés et quelques écoles de la région ont également pris part à cette grève. Donc, nous, au niveau du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, on est 128 membres professionnels. Donc, ça englobe les psychoéducateurs, les psychologues, les conseillers d'orientation, les conseillers professionnels et d'autres corps d'emploi professionnels, c'est-à-dire le personnel non enseignant. On a ciblé 3 écoles pour cette première grève, donc une demi-journée de 4 heures. Il y a les polyvalentes Hyacinthe-Delorme, il y a eu l'école secondaire Fadette et l'école primaire Saint-Sacrement. D'un autre côté, le syndicat de l'enseignement Valmasca a conclu une entente de principe avec Québec qui doit conduire au renouvellement de leur convention collective. Je dirais que les membres du syndicat de l'enseignement Valmasca ont accepté la proposition de règlement là, du gouvernement qui était sur la table, donc à 76 % en faveur de cette entente-là. Dans cette entente de négociation remise par le gouvernement au syndicat de l'enseignement Valmasca, quelques gains en sont ressortis. Il y a des petits gains par rapport à la tâche. Il y a une majoration salariale, puis on vient aider les jeunes enseignants qui rentrent dans la tâche. Là. Malgré les nouvelles mesures mises en place, on craint tout de même qu'il reste encore du travail afin d'attirer pleinement la relève. C'est un pas dans la bonne direction, mais est-ce qu'il en reste à faire? Il fait que la tâche est encore très exigeante. Fait que c'est certain que si on avait pu alléger cette tâche-là des enseignants, ben ça aurait peut-être été un facteur encore plus un facteur plus grand pour inciter les jeunes à s'en aller en éducation. Mais je pense qu'il y a un pas de fait. Parce que dans le futur, là, on va travailler à améliorer ça le plus possible. Le syndicat de l'enseignement Valmasca a donné son accord à l'entente de principe et doit tout de même attendre la réponse des autres syndicats de l'enseignement au Québec afin de savoir si la réponse est acceptée à l'unanimité ou si la grève continuera. Frédéric Lefebvre, Nous TV, Saint-Hyacinthe. Saviez-vous que les carottes, on peut même les récolter l'hiver? Dans le cadre de la Semaine de l'environnement, le Comité des citoyens et des citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin s'invite à l'école primaire Saint-Thomas d'Aquin. Le but de l'exercice qu'on a reproduit avec eux aujourd'hui, c'est de semer des légumes, des plantes qui vont aider les pollinisateurs, puis de comprendre un peu comment fonctionne la vie des semences jusqu'à ce qu'elles deviennent une plante. À qui elles servent, à part nous, les humains, ces plantes-là. Au programme, plantation de semis de micro-pousses dans la classe de Madame Nathalie. Avec la récupération de caisses d'oranges et de papier de rouleau de toilette, chacun y bâtit son micro-jardin avec la semence de leur choix. J'avais 3 types de semences en particulier. Alors, disons, celles qui étaient légumes, celles qui étaient fines herbes, celles qui étaient surtout des plantes pour les pollinisateurs. Donc, c'était des fleurs. Pour la raison pour laquelle j'ai misé sur cette plante-là aussi, ce qu'on ne fait pas souvent lorsqu'on fait des semis, c'est qu'on oublie que nos pollinisateurs doivent venir dans nos jardins. Et ce n'est pas les plantes qu'on plante dans nos jardins qui ont les plus belles fleurs.
Donc, si on veut les attirer pour qu'ils viennent faire leur travail de pollinisation, mais on n'a pas le choix, il faut leur envoyer des signaux de la couleur, du rouge, du rose, quelque chose qui va puncher une odeur dans l'air, qui va faire en sorte que les insectes vont se rendre jusqu'à notre potager puis vont pouvoir venir de cette façon-là polliniser nos petites fleurs de légumes. J'ai décidé de mettre des cocons, des tournesols. Il y a aussi des petits pois, des betteraves, puis des fèves. J'ai mis de la laitue, des fèves, j'ai mis aussi des petits pois. L'atelier de jardinage est le résultat d'une expérimentation de partage fait dans un environnement ouvert et sans jugement. En essayant d'en faire une espèce d'œuvre laboratoire, c'est-à-dire qu'on essaie des choses, mais que si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On essaie encore, on essaie d'autres choses jusqu'à ce qu'on ait trouvé exactement ce qui fonctionne pour nous. C'est une expérience de travailler avec le vivant. Aussi simple que le jardinage puisse paraître, pour le CCCPEM, l'action de planter a plus qu'un sens. D'apprendre à ces jeunes-là de quelle façon on doit faire pour comprendre plus que le mode d'emploi de sème la semence puis attendre qu'elle pousse. Ça leur permet de comprendre de quelle façon fonctionne la plante, de quelle façon elle va produire, puis pour quelle raison on doit la planter. Ce projet qui vise avant tout l'entraide et l'appartenance à son milieu de vie a été très apprécié par les élèves de 4e année. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que quand les personnes habitent en appartement, bien, ils ne peuvent pas avoir de jardin vraiment. Et là, on peut avoir un jardin pour cultiver en même temps d'habiter en appartement. J'ai trouvé ça le fun. Moi, je faisais pas ça avant. Je plantais pas des plantes, puis des betteraves, puis ça. J'ai vraiment adoré. Bien, j'ai vraiment aimé l'activité parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Question après question, chacun a pris goût à l'atelier avec enthousiasme. Un désir commun pour la protection de l'environnement s'est fait ressentir dans la classe. Je viens de terminer la semaine du Jour de la Terre où il y avait plein d'activités pour nous rappeler le rôle qu'on pouvait faire, nous, comme êtres humains, pour aider les insectes, la planète, la nature. Puis là, je vois des jeunes de 4e année qui sont motivés, qui ont de l'intérêt, qui sont allumés, puis qui comprennent que c'est plus grand que juste mettre une semence dans le sol, planter un légume. Bien, moi, ça vient me rendre plein de fierté, puis ça me donne raison dans mon choix de carrière, si je peux dire ça comme ça. C'est une passion qui m'amène toujours plus loin. C'est fantastique. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.